C'est bon. Ok, donc logiquement, nous sommes en direct. Voilà, super, bienvenue à tous. Bonjour Déborah, bonjour Lila. Bonjour. Bonjour Alexis, Ça va? Vous allez bien? ça va et toi? Ouais, très bien. Bon, je me permets une blague de merde. Déborah et moi ne sommes pas dans la même pièce, c'est juste un fond d'écran. C'est histoire de faire patienter. Il est midi pile. On va attendre que chacun puisse nous rejoindre. Je suis super content de vous retrouver. Pour Legal Storm, c'est un exercice qui est encore nouveau. On a fait notre tout premier live d'opportunité il y a 10 jours avec indemnisation.com. Bon, ça s'est plutôt super bien passé pour eux, puisqu'ils sont déjà à 300 000 euros de promesses sur leur SPV. Bon, en grande partie grâce à leurs utilisateurs, je vais être très très franc, ils ont une communauté d'utilisateurs et de business angels qui étaient déjà autour du projet au début et qui facilite le décollage de ce SPV. Mais en tout cas, c'est super pour eux puisque on devrait closer courant de semaine prochaine. Donc c'est très bien et j'espère qu'on va réussir à avoir autant de succès avec Iris et Thémis dans les Alors, prochains. on n'a pas de la place pour 300 000 euros. Hein. On est beaucoup plus limité parce qu'on avait déjà bien avancé l'année dernière, donc on a beaucoup moins de place que ça, mais oui. Écoute, c'est 169 000 euros, je crois, le max sur lequel vous allez. Voilà, donc bon. On verra. En tout cas, on va avoir l'occasion d'en parler en détail. Je ne sais pas si ça arrive un petit peu sur le live, il est midi 2. Si vous voulez lancer votre partage d'écran, les filles, si vous voulez. Donc, on fait un déroulé comme on l'avait fait pour indemnisation il y a une dizaine de jours. Déborah et Louise nous présentent Thémis. Vous raconte aussi la trajectoire de l'entreprise, parce qu'il y a eu un Iris et Thémis 1 et il y a un Iris et Thémis 2. Donc, c'est peut-être important de revenir un petit peu là-dessus, mais je vais vous laisser en parler. Ensuite, on fait session de questions-réponses ou de manière très spontanée. Je vais venir vous challenger ou vous poser des questions sur la direction que vous prenez avec le projet. Et puis, on prendra également des questions du live. Donc voilà. Je vous propose qu'on va peut-être tous des déjeuners ou des choses à faire après de y aller. À vous de jouer. Écoute, merci pour cette passation de micro, Alexis. Donc, Iris et Thémis, cabinet de recrutement et de conseil RH pour les professions juridiques. On a démarré l'aventure Iris et Thémis il y a bientôt 3 ans, mais bon, en fait, on a commencé à en parler il y a 3 ans, mais on va dire 2 ans et demi le début des opérations réellement, avec un projet initial qui était plus de faire un site qui mettait l'accent de diffusion d'offres de recrutement, qui mettait l'accent sur la marque employeur. Donc un genre de Welcome to the Jungle adapté aux professions juridiques. Et puis ce projet a vécu pendant environ 2 ans et on a eu plein de clients et des super résultats, mais pas assez pour que l'activité soit rentable. Donc au printemps dernier, on a pris la décision de switcher vers le modèle du cabinet de recrutement classique. Enfin, classique. Oui et non, parce qu'on a gardé toute une partie diffusion d'offres, etc. sur Iris et Thémis, mais où en fait on n'accompagne pas juste nos clients sur la communication sur leur offre, mais aussi où on les accompagne sur le sourcing de candidats, que ces candidats-là viennent, entre guillemets, parce qu'ils connaissent la marque Iris et Thémis et qu'ils viennent consulter les offres qu'on a proposées sur notre site, ou parce que on va aussi les approcher de façon directe. Ça répondait aussi à entre guillemets, à la réponse du marché parce qu'en fait, on se rendait compte qu'on avait énormément de prospects qui venaient nous voir en pensant qu'on faisait du recrutement comme ils en avaient l'habitude, c'est-à-dire on leur présente des candidats mais sans toute cette partie communication RH, etc., qui en fait en mettait un certain nombre relativement mal à l'aise. Et donc, on s'est dit, bon, la demande est là-dessus, donc on va aller là-dessus puisque manifestement, il y a du travail là-dessus. On a commencé aussi en parallèle le conseil RH qui nous était, qui nous était sollicité. Donc, ça va de missions qui sont de l'accompagnement à des discussions d'associations, de collaborateurs qui évoluent vers l'association, vers des sujets de projet de cabinet, vers des sujets de politique de rémunération. Enfin, c'est des sujets divers pour le moment. C'est vraiment des missions sur mesure qu'on fait à chaque fois pour les clients.
Et c'est quelque chose qui se développe tranquillement en parallèle de l'activité de recrutement. Mais c'est aujourd'hui l'activité de recrutement qui clairement est ce pourquoi Iris et Thémis est connu, commence à être reconnu aussi et qui fait l'essentiel de notre chiffre d'affaires. Donc, depuis ce switch de positionnement donc au début de l'été dernier, globalement, il y a eu 2 mois où on s'est fait un peu discret le temps de changer nos opérations en interne. Et puis, depuis septembre, on a pleinement embrassé le nouveau modèle. Et les résultats d'un point de vue financier ont été immédiats puisque la rentabilité a été immédiate à partir de septembre et même les bénéfices. Donc, c'est chouette. Ça nous met sur une trend qui est complètement différente. Alexis m'avait demandé en septembre, mais du coup, est-ce que tu as encore besoin de lever? Et pour être très honnête, je lui ai dit, très franchement, sur notre activité telle qu'elle est actuellement, notre périmètre d'activité tel qu'il est actuellement, non. Après, on a des projets d'expansion et notamment l'ouverture d'une branche de service sur un autre type de profil qui serait clairement accéléré si on levait une certaine somme complémentaire. Voilà, on a entre guillemets poursuivi ce deuxième tour. Je précise qu'effectivement, c'est un deuxième tour parce que quand on était sur le précédent modèle, l'hiver dernier, on a levé 206 000 euros auprès d'un réseau de business angels, essentiellement des avocats, mais aussi quelques acteurs non avocats, mais qui sont proches du milieu juridique. Et c'est environ 28 investisseurs, Déborah, arrête-moi si je me trompe. Oui, tout à fait. Juste une précision, on dit deuxième tour, mais pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension générale, c'est la même opération juridique qui a été scindée en 2. On n'est pas sur une nouvelle dilution du capital, on n'est pas sur un deuxième tour de levée de fonds. C'est en fait une même opération juridique, c'est la même ouverture de capital, mais qui a été scindée en 2 temps, fin 2023 pour la première partie, afin de permettre à ceux qui voulaient investir et bénéficier de l'avantage IRPME sur 2023 de le faire, et de mettre, pour des questions de trésor et de disponibilité de fonds, de permettre à ceux qui voulaient plutôt faire l'investissement sur 2024 d'avoir ce levier-là. Mais voilà, qu'il n'y ait pas de méprise, c'est pas une nouvelle ouverture du capital. Oui, on a un petit peu moins de 30 investisseurs qui ont la spécificité d'être quasi exclusivement des avocats, que ce soit associés, avocats exerçant en individuel ou collaborateurs. Nous avons aussi des collaborateurs qui sont investisseurs. Alors, c'est vrai qu'on a 2 collaboratrices qui se sont installées depuis, donc elles sont plus... C'est vrai. Nous n'y sommes pour rien. Nous ne faisons pas de mal aux collaborateurs pour les pousser à l'installation. Et puis, quelques autres personnes qui, si elles ne sont pas avocates en exercice, sont des gens qui gravitent autour du monde des avocats pour être consultants et qui connaissent parfaitement le milieu. Et je crois que je me permets d'avoir la parole pour le dire, une des raisons d'être, on l'avait peut-être pas anticipé l'année dernière, mais une des raisons d'être de l'investissement et ce qui a fait la satisfaction de nos investisseurs, c'est cet accès, ce côté réseau qu'ils ont eu aussi en rejoignant Iris et Thémis, l'accès à des réflexions sur l'avenir de la profession, sur le bien vivre dans la profession d'avocat, et puis l'accès à des confrères qu'ils n'auraient pas forcément naturellement rencontrés. Et j'admets que moi, je l'avais pas forcément anticipé à ce point-là, la satisfaction de ceux qui nous ont rejoints de bénéficier de ce réseau-là. Pardon, j'ai été un peu longue, mais c'était la précision que je voulais apporter. Donc ça, c'est pour brosser globalement le projet. Je peux vous passer les slides rapidement, mais après, bien évidemment, elles vous seront communiquées si vous avez de l'intérêt pour le projet. Donc, on a commencé par les avocats, mais on espère nous développer relativement rapidement vers non seulement d'autres profils en cabinet d'avocat, mais aussi d'autres professions dans le milieu du droit, à commencer par les directions juridiques où non seulement les besoins sont évidents, mais en plus, il y a des passerelles très claires entre la profession d'avocat et les entreprises. Voilà, c'est quand même pas rare qu'on ait des échanges avec des avocats qui nous disent très honnêtement, je ne recherche pas une collaboration, mais par contre, je recherche plutôt un job en entreprise. Donc voilà, c'est un vivier qui circule de façon quand même relativement aisée dans ce sens-là, mais aussi dans l'autre d'ailleurs, parce qu'on a aussi des juristes d'entreprise qui veulent intégrer la profession d'avocat et qui veulent l'intégrer sous le format de la collaboration, en tout cas au démarrage. Avant ça, on a ce projet avec les fonctions support
Pourquoi les fonctions support? Tout simplement parce que il se passe rarement une semaine sans que on ait un avocat qui nous contacte pour nous demander si on fait du recrutement d'assistante, si on fait du recrutement d'office manager. Et donc, à force de renvoyer ces gens-là vers d'autres acteurs dont on ne sait même pas réellement s'ils le font, mais qui nous semblent à peu près pouvoir avoir un réseau qui les aide sur ça, on s'est dit c'est quelque chose clairement qu'il faudrait qu'on internalise. En plus, voilà, nous, on invite nos clients, quand on les conseille sur leur structuration, à déléguer ce qu'ils peuvent déléguer et à avoir les bonnes personnes pour les aider sur les bonnes choses. Le nombre d'avocats qui sont phobiques administratifs et financiers pour leur propre pratique est quand même énorme. Donc, si on peut les aider à recruter des personnes pour les soulager sur ces aspects-là de leur activité, et je pense que c'est vraiment une demande qui est croissante, ce serait quand même vraiment chouette qu'on le fasse. Pour on va dire peut-être que j'anticipe sur les autres slides, mais c'est pas grave. Pour ce type de profil, pour être tout à fait honnête avec vous, on a lancé là un recrutement de recruteurs d'avocats, en l'occurrence, et à l'occasion de cette communication, de ce recrutement, on a notamment une personne qui s'est présentée à nous et qui a le profil absolument idéal pour, on va dire, ouvrir cette branche et même la développer. Parce qu'elle a de l'expérience justement en fonction support en cabinet d'avocat, elle a aussi touché à du recrutement, etc. etc. Donc globalement, on a un profil qui est assez identifié avec lequel on aimerait travailler et pourquoi pas l'intégrer. C'est juste que comme c'est un profil assez haut niveau, forcément, c'est un investissement conséquent et pour le coup, c'est un investissement que là, on ne sera en état de faire que si on a une nouvelle entrée de capitaux extérieurs. Donc globalement, c'est un petit peu le projet. Mais en tout cas, on a commencé par les avocats. Bon, pour des raisons assez évidentes, je pense que vous pouvez imaginer, c'est que Déborah est elle-même avocate. Moi, je suis ex-avocate et avec mon activité première avec Fleur d'avocat, j'ai développé tout un réseau et on va dire une autorité et un accès aux avocats qui était grandement facilité. Et donc, c'était à la fois la profession qui allait être la plus facile pour nous à développer, tant d'un point de vue commercial que d'un point de vue acquisition de candidats. Et donc, voilà, on a choisi la voie, entre guillemets, facile pour démarrer. Les avocats n'arrivent pas à recruter. Je pense que ça, je ne surprends personne. Et voilà, on va pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est quand même globalement le constat qui se fait dans tous les barreaux et partout et à peu près dans tous les milieux sauf le droit pénal globalement. C'est que les avocats ont des difficultés pour recruter. Il y a évidemment plein de raisons derrière ça, des problèmes de management et de bien-être au travail qui soient réels ou qui soient projetés par les candidats qui ont assimilé la profession à une mauvaise qualité de vie au travail, parce que je pense que les mœurs ont énormément changé, mais que l'image de marque, elle, n'a pas évolué aussi vite que les pratiques managériales l'ont fait. L'absence de confiance en la qualité de vie au travail, la collaboration libérale qui est pas forcément attractive pour quand même tout un pan de la profession, les départs de la profession qu'on connaît, etc. Bon, voilà, encore une fois, ça, c'est des sujets qu'on connaît. Et donc, nous, on propose cette solution de recrutement avec des offres qu'on travaille pour qu'elles soient particulièrement attractives. Il ne se passe pas, pareil, une seule journée sans que les candidats nous félicitent pour la manière dont nos offres sont présentées, rédigées. Et au-delà de la rédaction et de la présentation, dans notre communication avec eux, quand on les a, les candidats au téléphone, etc., notre manière de leur présenter les cabinets de la façon la plus juste possible. Et voilà, sans leur mentir, évidemment en leur présentant les qualités, mais aussi en leur présentant les points qui peuvent être perçus comme des défauts, qui ne sont pas nécessairement pour tous, mais qui peuvent l'être pour certains. Et nous, on a plutôt une approche de préférer ne pas forcer un recrutement qui risquerait de toute façon de provoquer un départ de la personne dans les 3 à 6 mois après son intégration dans le cabinet, pour des éléments dont on connaissait la réalité et dont on savait qu'ils seraient assez immuables,
plutôt que de partir du principe qu'on fera jouer notre garantie de remplacement si jamais on a effectivement un départ. Ce qui pour le moment n'est pas arrivé. Après, évidemment, l'avenir le dira. On a aussi la chance de pouvoir compter sur une bonne image de marque d'Iris et Thémis et de nos marques personnelles à nous deux, Déborah et moi. Ce qui fait que c'est vrai que je pense qu'on a des échanges qui sont fluidifiés avec les candidats et des taux de réponse qui sont assez importants de ce fait-là. Tout notre enjeu, évidemment, pour l'avenir, ça va être qu'Iris et Thémis développent ça de façon propre et que cette facilité d'accès avec les candidats soit pas dépendante ni de moi ni de Déborah en tant que personne, évidemment. On a pris le parti en termes de business model de proposer de la clarté, de la transparence et surtout un coût maîtrisé avec globalement un business model sur 2 rémunérations, une rémunération fixe pour ouvrir la mission de recrutement. Et en cela, c'est vrai qu'on se distingue d'un certain nombre d'acteurs du marché qui travaillent exclusivement au succès. Ça a été un vrai choix de notre part de ne pas travailler comme ça parce que on considère que ça pousse à faire quand même pas mal d'abattage et en fait tout le travail qu'il y a en amont pour pouvoir préparer un recrutement qui soit qualitatif, pas que au niveau des personnes qu'on présente, mais aussi dans la manière dont on approche les personnes. C'est-à-dire de ne pas contacter quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'offre juste parce qu'on a fait un gros mailing en se disant globalement, on va forcément proportionnellement, statistiquement parlant, il y aura forcément quelqu'un qui sera concerné. Et en attendant, votre image de marque, l'image de marque de notre client, il est aussi, et la nôtre d'ailleurs, elle est atteinte par le fait de juste être sollicité pour quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on fonctionne sur la base de forfaits qui sont des forfaits fixes aussi pour le variable, qui dépendent à la fois du montant de la rémunération, de la fourchette de rémunération et de la seniorité de la personne recrutée. Ce qui nous permet d'éviter en fait cette forme de conflit d'intérêts qui est lié au fait que si notre rémunération est entièrement indexée sur la rémunération de la personne qui est recrutée, forcément, on a un intérêt à pousser notre client à négocier à la hausse, pas à négocier à la hausse, à accepter des rétrocessions à la hausse aussi. Et on ne voulait pas s'inscrire dans ce genre de relation avec nos clients. Déborah, tu veux peut-être prendre le relais sur ce sujet ? Expliquer, parce que c'est vrai que c'est un business model qui est pas très commun et ça correspond pas vraiment à ce que font les chasseurs aujourd'hui. On a de très bons retours des clients, même sur la partie fixe de la rémunération à laquelle ils ne sont pas forcément habitués, parce qu'ils comprennent et ils sont satisfaits du travail qu'on fait en amont avec eux, à la fois pour les aider à mieux calibrer et déterminer le profil qu'ils vont devoir intégrer, ce qui est souvent l'occasion pour nous de donner 2-3 petits tips de comportement managériaux sur l'ensemble de l'équipe qui recrute, voire sur l'intégralité du cabinet. Et donc, ce qui pourrait paraître un petit peu désorientant par rapport à ce que les avocats connaissent, passe en fait très bien et il y a une vraie valeur perçue par les clients. Ils sont tout à fait à l'aise avec ça. Le business model, le coût, on dit coût maîtrisé, c'est exactement ça, parce qu'en fait, on arrive, vu notre typologie, notre cible et notre typologie de clientèle, on a une grille de prix qui est aujourd'hui testée. On n'est pas dans du prospectif, c'est testé, c'est approuvé, ça fonctionne bien et ça nous a permis d'assurer la rentabilité de la société sur ce business model. Donc, on a une vraie maîtrise du projet sur le plan financier. Je pense que c'est important de le dire aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'on a très peu perdu de prospects sur le principe d'une rémunération avec un fixe et un variable, mais aussi avec un fixe. De mémoire, on n'a que 2 prospects qui nous ont dit qu'ils travaillaient exclusivement au résultat et que c'était inconcevable pour eux d'avoir un fixe. Mais c'est tout. Tous nos autres prospects j'ai pas d'autres exemples donc c'est un taux qui est quand même sur la masse, c'est un taux qui est résiduel et voilà, c'est un business model qui est éprouvé. C'est le message que je voulais faire passer. Ça fonctionne, c'est ancré et ça marche bien. Bon, voilà, on a évidemment plein des concurrents, des acteurs sur le marché. Après, disons que là où, je veux dire,
je sais pas si on a des éléments distinctifs que je veux dire, j'ai pas envie de dire du mal des autres personnes qui font ce métier parce que je pense qu'ils le font sûrement aussi bien. Il se trouve que nous, on nous consultait quand même sur le sujet et donc on s'est dit qu'il y avait une place à prendre en matière de recrutement et on la prend. Globalement, on est aujourd'hui à leur côté avec évidemment toute cette culture qu'on a et qu'on cultive et qu'on voit d'ailleurs rayonner ailleurs que chez nous, hein, et c'est tant mieux si ça tire les pratiques de tout le monde vers le haut, mais avec cette culture autour du questionnement sur voilà, le bien-être au travail, la transparence et une forme d'honnêteté dans le processus de recrutement. Disons que nous, ce qu'on ne voulait pas qu'on puisse nous reprocher un jour, c'était vous me poussez des profils qui n'ont rien à voir ou vous m'envoyez dans des cabinets d'avocats, mais en fait, ce que vous m'avez présenté, ça ne correspond pas du tout à la réalité du job. Et ça, c'est globalement les deux reproches qu'on a beaucoup entendus et qu'on veut fuir au maximum, nous, dans notre pratique. Et croyez-moi, ça nourrit des échanges quotidiens entre Déborah et moi sur notre relation, tant avec les clients qu'avec les candidats. Ces slides avec de la data, très honnêtement, je pense que je suis même pas sûre que ce soit encore hyper pertinent de passer dessus parce que c'est des data qui changent tellement souvent, mais voilà, on a déjà une belle communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux, des taux de réussite qui sont très hauts, un CA cumulé, c'est pareil, ça vaut plus dire grand chose parce que globalement notre CA il est passé du simple au double juste avec le changement de business model. Et donc il y a ce qu'on a fait jusqu'en août et puis il y a ce qu'on fait depuis. Donc ça veut pas dire grand chose. Aujourd'hui, on est en moyenne à 4 candidatures qualifiées présentées par client. Donc, ça veut dire qu'il y a des clients qui en ont beaucoup plus. Il y a des clients qui en ont moins, malheureusement. Mais c'est en moyenne ce qu'on présente et a priori, pour le moment, ça permet des bons recrutements. En tout cas, on n'a pas beaucoup de retours comme quoi les collaborations n'ont pas abouti. Peut-être la Louise sur ce chiffre qui peut paraître faible parce que certaines personnes pourraient se dire intuitivement, vu le coût, je m'attends à avoir plus de choix et plus de CV qualifiés. Il faut savoir qu'il nous est arrivé, alors qu'on était en cours de process, de proposer un premier candidat. J'ai eu le cas ce matin, un entretien qui s'est tenu hier avec une candidate qu'on a proposée à un cabinet et qui m'a dit en fait, one shot, coup de cœur, je lui fais une offre cet après-midi parce que vraiment vous êtes tombé pile poil. Ça faisait des mois que je cherchais. Donc en fait, il faut vraiment avoir cette conviction et nous on l'a éprouvé encore une fois sur l'expérience qu'on a. C'est qu'en fait, c'est pas le nombre de CV qui est important, c'est d'avoir, et c'est le travail qu'on fait en amont, et c'est ce travail-là aussi qu'on fait rémunérer partiellement par la partie fixe de notre rémunération, c'est vraiment ce travail d'aller chercher des gens qui sont hyper qualifiés. Autre exemple, une recruteuse que j'ai eue la semaine dernière qui avait ouvert un poste, qui a reçu 3 candidats et qui m'a dit, en fait, je vais en recruter 2 parce que j'ai eu 2 coups de cœur, je peux pas me permettre. Alors, le recrutement, c'est assez particulier, hein. Chacun a une vision du recrutement. Il y a ceux qui attendent d'être sous l'eau pour pouvoir envisager d'intégrer quelqu'un et il y a les gens qui, dans leur fonctionnement, ont toujours un collaborateur d'avance pour anticiper la croissance de l'activité. Et la personne dont on parle ici est plutôt dans cette deuxième catégorie, mais elle m'a dit, vous m'avez présenté... j'ai vu les 3 personnes dans la même journée. Il y en a 2. En fait, je m'en voudrais de passer à côté de profils qui sont aussi pertinents par rapport à ce que je cherche, qui peuvent être aussi complémentaires pour mon activité et qui fait ça. C'était juste des exemples de retour terrain pour vous montrer que ce chiffre qui peut paraître très peu est en fait largement suffisant et permet à nos clients, et c'est ce qu'ils apprécient, d'optimiser le temps du recrutement parce que ce n'est jamais agréable d'avoir à éplucher 25 CV pour n'en retenir que 2 ou de faire 10 entretiens pour finir par recruter une personne dont on n'est pas convaincu. Donc, il y a un nombre qui est faible, mais une vraie valeur ajoutée, une vraie rentabilité pour nos clients. Voilà, ça c'est plus de chiffres sur globalement le Iris et Thémis sur les réseaux et c'est des chiffres qui pour le coup eux sont complètement has-been parce qu'ils étaient au 16 avril 2024 et depuis évidemment nos communications se sont poursuivies. C'est juste que on a tellement de travail que j'ai pas pris le temps d'actualiser où est-ce qu'on en était du nombre d'impressions un petit peu partout et donc du nombre de fois où la marque Iris et Thémis tourne. Ce qui est sûr, c'est que clairement notre marque, les candidats en général nous connaissent et on a développé une bonne notoriété de marque très rapidement, ce qui je pense nous distingue quand même assez sérieusement de toute une constellation de recruteurs dans le secteur qui sont
identifiés comme, qui ont une personne, voilà, et dont le nom circule dans certains réseaux, mais qui n'ont pas fait ce travail entre guillemets de notoriété. Et c'est bête, mais ça nous permet quand même d'aller chercher des candidatures spontanées. Et les candidatures spontanées, souvent, elles sont quand même, elles sont qualitatives, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez identifié un profil, je la pose tout de suite du coup, de Valérie Wallace, est-ce que vous avez identifié un profil type de cabinet qui vous confie des missions de recrutement, ou est-ce que c'est finalement tout type de secteur et ou de critères? Deb, tu veux répondre? Oui, alors on a, si je prends l'intégralité de nos clients, on a des structures très installées, anciennes et qui fonctionnent avec des dizaines d'associés, comme on a des avocats individuels qui nous confient leur premier recrutement. Mais si on devait dessiner notre persona et le client idéal, parce que celui qu'on a le plus rencontré, c'est globalement des structures où il y a entre 2 et 4 associés, souvent issus de cabinets relativement installés, soit cabinets de niche avec une forte notoriété dans un secteur particulier, soit issus de plus grandes structures et qui ont une activité qui fonctionne suffisamment bien pour pouvoir s'offrir nos services en termes de recrutement. Et aussi pour pouvoir recruter de façon attractive, c'est-à-dire que souvent, c'est comme disait Déborah, c'est des anciens de grands cabinets dont on connaît les noms, qui n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas la marque employeur qui leur permet d'attirer les candidats auxquels ils avaient l'habitude quand ils étaient dans ces structures-là, mais ils ont toujours des clients et un chiffre d'affaires qui leur permet d'être quand même compétitifs sur les rétrocessions d'honoraires. Parce que on va pas se mentir, nous, on peut difficilement aider vraiment bien des personnes qui sont significativement en dessous des tarifs du marché quant aux rétrocessions qu'elles proposent. Donc, évidemment, on ne se limite pas aux cabinets qui rémunèrent à 100 000 euros l'année dès la première année. Loin de là. Mais on est quand même sur des cabinets qui ont une bonne assise, qui fonctionnent bien, et qui n'ont pas de problème financier particulier, si ce n'est qu'ils ont trop de travail et du mal à sortir les dossiers et donc du mal à sortir les factures qui vont avec les dossiers. Ils ont trop d'argent dehors. J'en profite, je pose une autre question, mais qui revient plus sur ta slide précédente. Aujourd'hui, par exemple, vous diffusez absolument pas, on vous confie un recrutement, vous allez absolument pas le diffuser sur des plateformes tierces type Village ou autre. C'est pas du tout votre modèle. Vous allez vraiment faire le sourcing, aller chercher. On fait tout maintenant. D'accord. Après, ça dépend des clients, mais on a aussi des clients qui nous confient des offres très en amont. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas commencé à eux-mêmes, ils n'ont fait aucune démarche. Ils ont juste, il y a eu une démission la semaine dernière et ils ont le réflexe de nous appeler, de nous dire j'ai pas le temps de m'en occuper, est-ce que vous pouvez tout gérer? Et donc, nous, on gère tout et à la fois, on publie sur notre site, on peut publier sur Village si jamais on pense que ça va nous permettre aussi de pouvoir aller chercher certains candidats. On publie sur les réseaux sociaux. Là, j'ai un petit peu, j'avoue, perdu le rythme ces derniers jours parce que trop de réseaux, mais ça nous permet toujours de récolter des candidats aussi. Et on fait aussi de l'approche directe. Aujourd'hui, globalement, on va partout où sont les candidats pour maximiser les chances de recevoir le plus de candidatures et le plus de candidatures qualifiées, faire un tri et les présenter à nos... Votre valeur ajoutée, elle est vraiment sur ce travail de qualification. Enfin, tu l'as très bien dit. Je le reformule pour que les gens se disent pas, mais en fait, elle balance sur Village Justice et ou sur des plateformes tierces. Et voilà. Non, mais je veux dire... Ouais. Pardon, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'en fait, on fait cet exercice du sur-mesure, de vraiment, en fonction de la typologie d'offres, on s'interroge de où sont les candidats qui font ce type d'activité, où sont les candidats et quel va être le réflexe du candidat qui a besoin de savoir qu'un avocat qui fait telle pratique recrute. Et parfois, c'est l'approche directe qui est la plus évidente et la plus efficace. D'autres fois, on va avoir besoin d'aller chercher des plateformes tierces. Il n'y a pas de règle absolue. En fait, il y a un process qui est fonction de l'offre qu'on rentre, du client avec lequel on échange, et on adapte les moyens en fonction de ça. Tu trouveras jamais toutes nos offres sur Village de la Justice, mais il nous est arrivé d'en poster avec notre marque de fabrique, notre façon de rédiger et tout ça. Il y en a d'autres où on a fait que de l'approche directe. Il y en a où ça a été un mix de candidature spontanée et d'approche directe. C'est vraiment du cas par cas en fonction de la typologie d'offres qu'on a, du client qu'on a. On fait du sur-mesure sur ces sujets-là. Ok, très bien. Et c'est ce qui plaît, je crois.
Je pense que les clients, ce qui leur plaît, c'est surtout qu'on leur présente des gens et des gens qui sont bien. Après, Oui, comment, où est-ce qu'on va les chercher? En fait, c'est pas tellement leur sujet, quoi. Comment on fait notre métier, enfin, je pense que le comment on fait notre métier les intéresse que dans la mesure où le processus ne porte pas atteinte à leur marque employeur et à leur réputation. Donc, il y a ça, clairement. Après, ouais, on n'a pas de religion là-dessus. La seule question, c'est comment on fait pour avoir des bons candidats. Il y en a qui viennent à nous par nous directement, et puis il y en a d'autres qu'il faut qu'on aille chercher ailleurs par l'approche directe, autrement. Et voilà, on n'a pas tellement d'ego là-dessus. C'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est juste de proposer des bons candidats aux clients et de les accompagner vers un bon recrutement. Top. Donc ça a été notre première levée, on vous en a parlé. Donc voilà, et puis du coup, on a encore 169 000, c'est ça, euros de disponibles dans le capital. L'objectif, c'est encore une fois de le dédier à cette ouverture je veux dire, globalement, si on lève ces nouveaux fonds, on les dédiera à l'ouverture d'une branche dédiée aux fonctions support. À 70% et une partie aussi en marketing et en vente, justement pour déployer cette branche sur l'aspect, nous faire connaître dessus, tant auprès des candidats qu'auprès des clients, même si, encore une fois, dans notre vivier là, existant, je pense qu'il y en a qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur dise c'est bon, on se positionne sur ces profils. Voilà, après, notre mode de déploiement, il est assez classique. On a à la fois de l'inbound avec beaucoup de bouche à oreille et les réseaux sociaux. Alors, c'est toujours, au bout d'un moment, c'est compliqué de savoir est-ce que c'est du bouche à oreille ou est-ce que c'est du bouche à oreille qui vient des réseaux sociaux parce que un tel a dit « Ah, mais t'as vu Iris et Thémis ?» Et en fait, Iris et Thémis, ils les connaissent depuis les réseaux sociaux. Mais voilà, on fait aussi un petit peu d'outbound. Et puis, on a de la récurrence et on a de l'upsell. C'est un plaisir de pouvoir accompagner des clients aujourd'hui, maintenant, sur plusieurs recrutements. Un premier qui s'est fait et qui s'est bien passé et du coup, les clients reviennent. Et évidemment aussi de pouvoir les accompagner sur des problématiques qui sont plus des problématiques managériales ou de politique RH. Donc ça, c'est, on va dire, la branche conseil qui se développe. Est-ce que vous fonctionnez dans l'autre sens, c'est-à-dire recevoir un collab pour se faire placer dans un cabinet? Honnêtement, on a plein de collaborateurs qui viennent nous voir avec leurs projets et pour le moment, on ne fait pas dans ce sens-là. Parce que si on voulait faire du bon travail en la matière, il faudrait que le collab nous paye, entre guillemets, pour tout le travail inversé, et on ne se sent pas de demander au collab un fees dans ce sens-là. Mais Déborah, pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on a exploré, mais Déborah, je te laisse me... Non, mais ce qui arrive, on a effectivement très régulièrement des gens qui nous contactent en nous parlant spontanément de leur projet, en nous disant voilà, moi je suis collaborateur, mon historique c'est ça, mon projet c'est ça, comment pouvez-vous m'aider? Et on leur répond toujours, si on a une offre en portefeuille qui correspond, on fait le travail avec eux d'essayer de voir s'ils peuvent correspondre à cette offre et évidemment de les mettre en relation. Mais en revanche, on ne fait pas la démarche active d'aller chercher une offre qui correspond aux besoins du candidat si on ne l'a pas en catalogue, par manque concrètement de temps et aujourd'hui de moyens à disposition pour pouvoir le faire de façon efficace. Et ce qui a toujours été, ce qui nous a guidés dans Iris et Thémis, c'est qu'on préfère ne pas faire et refuser des clients que de prendre une mission, pour prendre une mission, rentrer du chiffre et avoir quelque chose de déceptif à la clé. La société a 2 ans et demi, on a la chance d'avoir une très bonne réputation tant vis-à-vis des candidats que vis-à-vis des recruteurs et des clients potentiels et on tient à ça et on a une exigence envers nous-mêmes en termes de qualité de service rendu à nos clients qui fait qu'on préfère ne pas prendre une mission qu'on n'est pas certaine de faire de façon très qualitative. Donc voilà, pour répondre à la question, un collab qui vient nous voir avec un projet, si ça correspond à une offre qu'on a en portefeuille, évidemment, on va lui présenter, on va en discuter avec lui. Si ça ne correspond pas, on fait nos meilleurs efforts pour avoir le signal dans notre tête et si on rentre prochainement une offre qui lui correspond, évidemment, lui en parler, mais on ne fait pas de sourcing inversé. Ouais, j'y pense, j'ai essayé de le faire une fois et ça n'a pas marché parce que le cabinet auquel j'ai présenté le candidat, en fait, il se trouve que c'était un candidat qu'ils avaient déjà eu en processus de recrutement et qui finalement n'avait pas donné suite. Et donc, je trouve que ça met tout le monde... moi, j'ai pas trouvé la manière de le faire de manière efficace
et non vexatoire, voilà, dans les échanges. J'ai pas encore trouvé la manière de faire ça d'une façon qui soit pas bourrine, et en fait, j'arrive pas à travailler de façon bourrine. Enfin, c'est un peu, c'est pas du tout dans ma manière de fonctionner. Donc, du coup, quand je suis mal à l'aise avec une manière de fonctionner, je préfère ne pas le faire jusqu'à ce que je trouve la manière d'être à l'aise. Donc voilà, pour le moment, on fait pas. Peut-être que ça viendra quand on aura trouvé, quand on aura du temps pour expérimenter des process avec lesquels on se sent aligné, tant pour le client cabinet qui recrute que pour le candidat qui nous confierait, entre guillemets, la confiance de pouvoir le présenter. Et puis, je vais vous dire, enfin ça c'est autre chose, mais vous voyez, là j'ai un recrutement où j'ai présenté une candidate, donc c'est issu d'une candidature spontanée à un cabinet. Et mon client m'a appelé pour me dire, écoutez, je suis désolée, mais son manager actuel, c'est un de mes très bons amis. Moi, je me vois pas du tout, voilà, je me vois pas du tout lui prendre sa collaboratrice. Et en fait, même par rapport au candidat, enfin oui, après ça fait les fameux CV où tout est flouté. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé le truc encore, mais peut-être que ça viendra, et je suis évidemment à l'écoute de toutes vos bonnes pratiques en la matière si vous voulez les partager avec nous. Sur nos recrutements à nous, on a recruté cet automne un responsable éditorial pour avancer sur la partie publication sur notre site internet, ce qui permet d'améliorer notre référencement et donc d'être compétitif sur l'attraction de candidatures spontanées. Et ça nous fait aussi de la matière pour communiquer sur les réseaux sociaux, même si c'est pareil, on est en train de roder nos process internes du passage de la rédaction à la publication, au recyclage sur les réseaux sociaux. Et là, on est en plein recrutement d'un d'un recruteur d'avocats, au-delà de la chasse, parce qu'il y a aussi des recrutements qui se font sans chasse, donc d'un recruteur d'avocats. Recrutement qu'on devrait finaliser la semaine prochaine. Normalement, on voit les 2 derniers candidats la semaine prochaine, et on prendra notre décision la semaine prochaine. Enfin, notre décision. Après, encore faudra-t-il que l'offre qu'on fera soit acceptée, mais voilà. Et l'objectif, c'est de. Alors là, je vois qu'il y a un problème de timing. Non, c'est un 3 ou un 5 C'est un 5. C'est la police fait qu'il est difficile de. C'est le même bug. Il est difficile de distinguer. Non, on sait encore compter. Oui, non, mais ça pourrait être une coquille, non, mais voilà. On avait regardé, souviens-toi, c'est très bizarre à cette police-là, mais c'est bien un 5. Donc voilà, 2025, si la levée nous le permet, effectivement, un recruteur aussi sur les fonctions support et un recruteur d'avocats supplémentaire. Et en 2026, un profil marketing supplémentaire pour soutenir toutes les actions de communication qu'on souhaite mener pour faire connaître Iris et Thémis. Encore une fois, évidemment, des recruteurs, mais surtout, nous, le nerf de notre guerre, c'est d'être connus des candidats. Et en plus, les candidats sont nos premiers... allez, c'est peut-être pas nos premiers apporteurs d'affaires, mais c'est sûrement les deuxièmes, parce que le nombre de clients qui viennent et qui nous disent, en fait, c'est notre collaborateur qui nous a parlé de vous et qui nous a dit qu'il fallait travailler avec vous, on les compte plus. Donc, et merci d'ailleurs à eux de parler de nous et de nous faire cette confiance. Voilà à peu près pour la présentation. Alexis, s'il y a d'autres questions, évidemment, si toi tu en as, pour nous passer sur le grill. J'en ai une première. En fait, tu es en train de nous proposer, vous êtes en train de nous proposer d'investir dans le cadre d'une deuxième tranche, dans les mêmes conditions que la première tranche d'il y a 1 an, sauf qu'entre-temps, vous avez certes pivoté, et vous avez un modèle économique qui est établi, qui est trouvé, vous êtes rentable et vous avez de l'argent dans les caisses. C'est bien ça? Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est super cool. Non, je veux dire, le risque est très limité en tant qu'investisseur. C'est un projet qui est structurant pour l'écosystème. Donc, au-delà de la dimension financière de l'investissement, on se dit qu'on veut trouver un ROI, donc un retour sur investissement, etc. On investit dans une entreprise qui vient structurer un écosystème qui en a besoin sur le marché du recrutement. Et je pense que
tous les professionnels du droit qui nous voient ou qui verront le replay seront d'accord avec ça, c'est extrêmement difficile et vous adressez un problème et vous apportez des réponses qui sont hyper concrètes. Et en plus, on est sur un investissement qui n'est pas... vous n'avez pas en disant on brûle 50 000 € par mois et on ne sait pas vraiment où on va et on ne fait pas de chiffre d'affaires. On est sur quelque chose qui est quand même solide. Et de là me vient une question. Entre le Iris et Thémis 2023 et le Iris et Thémis 2024, est-ce que vous êtes passé d'un projet où vous vous dites on peut faire un coup un peu spéculatif et faire grimper vite la valo parce qu'on va être sur un modèle qui est très scalable. Là, vous êtes sur un modèle de service. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu plus le projet d'une vie? Tu vois le sens de ma question? C'est dans l'évolution du modèle qui va avec. Quel est votre... est-ce que vous vous voyez dans Iris et Thémis dans 10 ans ou pas? Écoute, oui, déjà sur ton premier point, c'est vrai que nous, on a vraiment beaucoup discuté de l'opportunité de poursuivre cette deuxième levée ou pas entre nous, associés fondateurs, donc avec aussi notre CTO, qui nous a fait vraiment remarquer à juste titre que on faisait vraiment un cadeau aux gens en leur permettant de rejoindre une entreprise qui désormais était bénéficiaire, avait une traîne de croissance sur son chiffre d'affaires, avait une autorité établie et pareil en développement. Et voilà, évidemment, on a un projet que ça peut accélérer, mais est-ce que ça justifie de la dilution supplémentaire? Ça a été quelque chose qu'on a beaucoup discuté entre nous. On a pris la décision de, entre guillemets, quand même ouvrir cette possibilité, mais avec un seuil qu'on a mis, qui est globalement le seuil qui fait qu'on peut avancer sur un ETP supplémentaire pour ouvrir cette branche de fonction support. Sinon, effectivement, ça ne nous intéresse pas globalement, si on lève 30 000 €, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'aujourd'hui, ça nous apportera rien. Ça nous permettra pas d'investir dans quelque chose de suffisamment de valeur pour plus. Donc effectivement, oui, c'est le projet que tu as présenté, Alexis, c'est bien le projet. Et effectivement, on pense que c'est plutôt une chouette opportunité pour des investisseurs. Après, ils apprécieront. Et sur le deuxième sujet, je ne sais pas si c'est passé d'un projet spéculatif à un projet d'une vie. Dans le sens où l'ancien projet, il était scalable, mais il y avait quand même aussi du service. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il était difficilement scalable. En fait, il y a aussi une réalisation qu'il n'était pas si facile à scaler que ça, le précédent projet. Parce que les cabinets d'avocats, ils n'avaient pas juste besoin d'une plateforme qui leur permette de mettre en avant leur marque employeur, mais ils avaient aussi besoin du service qui allait avec. Et que ce service-là, il demandait des compétences qui étaient en fait assez complexes, sauf à beaucoup les décomposer, mais donc à faire un processus de production qui était long, alors que nos clients, souvent, ils sont dans l'urgence. Enfin, tu vois, c'était complexe au niveau des opérations à scaler. Et ça a aussi fait partie de la réflexion, c'est-à-dire en fait, quitte à être un métier de service, autant être un métier de service qui va au bout de la demande du client et qui n'est pas que présenté comme un produit tech, mais qui en fait a plein de limites par rapport à un produit tech. Enfin, tu vois, on était sur un modèle un petit peu hybride et qui était finalement assez casse-gueule. Après, est-ce que c'est le projet d'une vie? Moi, Alexis, je veux bien te dire que oui, c'est le projet de ma vie pour te faire plaisir et pour faire plaisir aux investisseurs. Mais la vérité, c'est que personnellement, je ne m'engagerai pas à ça, ce serait mentir. Après, oui, c'est un projet où globalement, en fait, c'est créer une société durable, tu vois ce que je veux dire et vous y voyez un certain temps, tu vois. Et voilà. C'est une caricature. Oui, mais c'est le double enjeu. En fait, si tu veux, le projet, il a tellement vocation à proposer quelque chose qui doit être pérenne dans le changement de paradigme que ça met dans le recrutement, que oui, c'est un projet long terme et oui, c'est le projet d'une vie qui est la vie de la société. Et il y a cet enjeu, moi typiquement, si tu me demandes, mais ça c'est mon côté très maternel, etc. Oui, Iris et Thémis, c'est mon bébé et je ne me vois pas laisser, tu vois, un projet qui m'anime autant, qui me porte autant et qui m'a autant apporté. Et je le dis avec peut-être un manque d'humilité, mais qui, je le vois tous les jours dans les retours que j'ai des confrères, qui fait vraiment du bien à la profession sur ce niveau-là. Maintenant, et Lila Louise le disait un peu plus tôt, on a un enjeu et notre objectif, il est très clair, c'est qu'Iris et Thémis existent par elles-mêmes.
c'est la marque, c'est la notoriété. On a besoin qu'Iris et Thémis s'émancipent de la personnalité de Lila Louise et Déborah. Et donc, c'est l'histoire qui s'écrira avec ceux qui seront avec nous, avec nos clients et avec la façon dont la marque grandit, qui dira si c'était le projet de notre vie ou pas et comment ça va se passer. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans l'intérêt des investisseurs. Enfin, je veux dire, on ne va pas se mentir. Les investisseurs, ils ont deux manières. Enfin, et je vous parle à vous, investisseurs qui nous suivez ici, parce qu'en fait, on est en live. C'est pas juste une discussion avec Alexis. Globalement, vous avez deux manières de faire une plus-value sur votre investissement. La première, c'est avec le versement de dividendes qui, globalement, non seulement vous rembourse votre investissement, mais ensuite, derrière, vous faites du cash, des rentrées de cash annuelles avec le versement de dividendes. Et la deuxième, c'est si jamais il y a un cash-out parce qu'on est acheté par que ce soit un autre acteur du recrutement ou quoi, ou caisse, ou partiellement acheté, enfin bref, ce genre d'hypothèse. Ça n'est viable et enfin, cette deuxième option, cette deuxième hypothèse, la valorisation dépendra de la dépendance de la marque Iris et Thémis à Déborah et à moi. Plus l'entreprise sera dépendante de Déborah et de moi, et plus la marque en tant que telle, Iris et Thémis, aura une valeur diminuée, sauf à nous loquer, nous, personnellement, par l'acheteur. Donc, nous le vivons toutes les deux comme un enjeu business et aussi un enjeu business, bien évidemment, pour le bien d'Iris et Thémis, mais pour le bien de notre communauté d'investisseurs également, que Iris et Thémis ne soient pas dépendantes de ma notoriété personnelle par le biais du podcast Fleur d'Avocat et de la notoriété de Déborah par le biais de ses différents investissements comme avocate. Donc voilà, c'est à la fois c'est à la fois un projet d'une vie pour la société parce qu'on veut en faire une société qui effectivement n'est pas juste un coup où on récupère plein de data et dans 2 ans on vend de la data et puis on s'en va et puis l'entreprise ne vaut plus rien 6 mois plus tard. C'est pas l'objectif. Après, voilà, encore une fois, à titre personnel, moi, je suis beaucoup trop libre et indépendante pour pouvoir te jurer que toute ma vie et jusqu'à ma retraite, je travaillerai pour Iris et Thémis. Et il est fort probable qu'à un moment, j'ai envie de m'investir dans d'autres projets et je ne me dois d'être honnête envers nos investisseurs sur cet aspect-là de ma personnalité. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est quelque chose que je ne ferai que dans la mesure où Iris et Thémis sera indépendante, le plus indépendante de ma personne possible. C'est super. J'avais une autre question qui m'a échappé entre-temps. C'est dommage. Je me disais qu'il fallait absolument que je la pose. Elle m'échappe. Juste avant de la retrouver, il y a peut-être aussi une troisième voie qui consiste, dès lors qu'il y a une entreprise qui est rentable, qui verse des dividendes, à un moment donné, et si elle reste très liée à toutes les deux, pour plein de raisons, et que vous vous sentez hyper bien dans le projet, et que vous avez envie de faire grossir, vous pouvez aussi racheter les parts des actionnaires. C'est aussi un troisième. C'est vrai, on peut aussi racheter les parts de nos actionnaires. C'est une voie qui est mentionnée dans le deck, d'ailleurs, à un moment donné, je crois. C'est ce qu'on appelle le MBO, c'est ça, le Management Buyout? Alors peut-être, c'est des Oui, mécanismes de buyout, oui, mais je n'avais pas le MBO. Oui, non, mais c'est celui-là. Le MBO par les associés préexistants, d'ailleurs, il manque un S. Oui. Voilà, j'ai une vraie question. En soi, vous n'avez pas tellement besoin d'argent, sauf à accélérer sur le développement de ce département de recrutement sur le volet support des cabinets d'avocats. Qu'est-ce que vous attendez de vos investisseurs au-delà d'avoir du cash? Est-ce que vous voulez juste du cash? Est-ce que vous avez envie d'une certaine implication? Et si oui, laquelle? Donc déjà, du cash, c'est bien. Ensuite, mais comme disait Déborah, c'est vrai qu'on a été nous-mêmes surprises par l'envie et la demande des investisseurs pour un aspect beaucoup plus communautaire. Pour le moment, cet aspect communautaire, il s'articule surtout autour de dîners qu'on fait à peu près tous les trimestres où nos investisseurs sont invités. Ils sont rarement tous là en même temps. Évidemment, le premier, ils étaient tous là en même temps. Presque tous. Il en manquait peut-être 4 ou 5. Mais ensuite, on est... voilà, la dernière fois, on n'avait pas réservé d'ailleurs assez de place et on s'est retrouvés à faire un spin-off et une deuxième table parce qu'il y en a plein qui sont venus alors qu'ils n'avaient pas prévu de pouvoir venir. Donc, il y a cet aspect-là d'investissement dans la communauté. Nous, un de nos enjeux, là, une fois que la levée sera, entre guillemets, officiellement terminée,
on a dans nos statuts un comité stratégique qui est prévu, qu'on n'a pas encore pris le temps de structurer parce qu'on attendait de savoir quels étaient tous nos investisseurs pour pouvoir le structurer. Et c'est globalement un espace qui a vocation à être un espace de réflexion sur à la fois le fond de notre métier et à la fois le développement, l'aspect plus business. Et donc, voilà, il y a une place parce que globalement, on attend pour boucler ce comité stratégique de savoir, enfin, on veut choisir la dernière personne qui manque pour ce comité stratégique parmi le pool des nouveaux investisseurs, le cas échéant. Donc, il y a déjà un espace pour une personne qui voudrait s'investir, entre guillemets, plus dans le développement dans cet endroit-là. Et puis après, voilà, c'est à structurer, mais nous, on est plutôt dans une logique où on a envie de pouvoir animer quelque chose d'assez communautaire pour que les gens puissent participer, entre guillemets, à la réflexion, etc. Donc voilà. Et puis, évidemment, on attend de nos investisseurs qui parlent bien de nous autour d'eux et qui soient nos meilleurs commerciaux parce qu'ils ont intérêt à l'être. Mais globalement, c'est ce qu'on attend. On a encore vraiment beaucoup de choses à structurer. L'année 2024 a été dure. Enfin, je veux dire, a été dur, a été à la fois, voilà, en tout cas, on est sorti de la levée en janvier, on était toutes les deux un peu essorées, il a fallu qu'on s'y remette. Ensuite, on a développé, ensuite, on s'est dit, OK, en fait, il faut qu'on pivote. Donc, on a pivoté. Le pivot, ça nous a pris de l'énergie. Et là, depuis septembre, on a la tête dans le guidon parce qu'on croule sous les demandes et qu'on a plein de recrutements. Et donc, tout ça nous a laissé assez peu d'espace pour pouvoir structurer cet aspect communauté des investisseurs. Mais c'est clairement dans notre roadmap et on espère et on compte sur justement le recrutement d'un recruteur qu'on est en train de faire pour nous soulager des opérations qui aujourd'hui reposent quasiment à 100% sur nous, même si on a une super assistante qui nous soulage déjà beaucoup de plein de choses et pouvoir mieux structurer cet aspect communauté. Et la communauté, la définition d'une communauté, c'est que pareil, elle arrive à vivre sans nous. Donc, nous, on sera aussi à l'écoute de ce qu'attendent nos investisseurs de cette communauté. Et ça, de ça dépendra aussi la façon dont on la structure et ce qu'on propose au sein de cette communauté d'investisseurs. Ce que disait Déborah tout à l'heure, et ça, pour le coup, c'est très juste, c'est qu'aujourd'hui, c'est essentiellement des avocats, quelques acteurs en dehors de la profession. J'ai l'impression qu'il y a certains de nos investisseurs qui ont déjà rentabilisé leur investissement en faisant du business entre eux, donc ce qui est déjà très chouette. Et puis voilà. Et puis après, on sera à l'écoute de ce qu'ils veulent. Et c'est des profils qui sont ça va de collaborateurs, maintenant il n'y en a plus qu'un collaborateur, avant il y en avait 3, à des associés, des individuels, des pratiques qui sont très différentes en termes de spécialité, de domaine de spécialité, de type de cabinet à Paris, et on a aussi quelques investisseurs en dehors de Paris. Donc, il y a de ce point de vue-là, c'est pas, enfin voilà, des personnes qui sont dans des gros cabs. Non, il y a 2 collabs aujourd'hui. Des personnes qui sont dans des gros cabs et des personnes qui sont dans des petits cabs. Enfin, on a un peu de tout et je crois que cette diversité est recherchée aussi par nos investisseurs, de pouvoir sortir de leur bulle et rencontrer des personnes qui sont dans d'autres bulles et croiser les mondes. Merci beaucoup à toutes les deux. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Attends, je vais repasser un instant sur le... Non, j'en vois pas d'autres, à part ceux qui partent à la rentrée du barreau, qui va pas tarder à commencer. Vous verrez Déborah ce soir à la fête. Pour ceux qui vont à la soirée à l'Opéra Garnier, ce soir, j'y serai. Voilà. Merci Capucine. Vous avez un clin d'œil de Capucine. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous propose que chacun parte à son déjeuner. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, très bon week-end. Tous ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter